وصحبه أجمعين. قبل أن نبتدئ في مناقشة وطروحات سي حمزة غادي نطلب من الحضور الكريم قراءة الفاتحة ترحما على روح ريحان التازي اللي كان طالب في هذه الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Intitulé Maladie de style réfractaire de l'adulte, intérêt de la biothérapie à propos de 2 cas. Je voudrais, avant de vous céder la parole, remercier messieurs et madame, membres du jury, monsieur le professeur Saïd Oulbecha, professeur d'enseignement supérieur en chirurgie générale et doyen de la faculté de l'UM6, professeur Douane Arabier, professeur de l'enseignement supérieur en neurologie, et madame Fadela Kissous, professeure habilitée en immunologie, et bien sûr remercier celui à qui vous devez cette thèse, et qui est le professeur Abdelhamid Neidlhou, professeur de l'enseignement supérieur en médecine interne. Avant de répondre aux remarques et à l'argumentaire des membres du jury, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous faire un bref rappel de votre travail. Vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir... en fait, j'ai choisi le sujet de thèse, non pas pour le sujet, mais pour le professeur Neidlhou. Il a été remarquable quant à la vitesse de correction, quant à l'aide qu'il m'a donnée, quant à la lecture rapide, quant aux articles. Donc, il m'a énormément aidé en termes de facilité, pour être honnête. Donc je le remercie énormément. Donc on a commencé par écrire la partie théorique, qui a pris la plupart du volume de la thèse, chose qui était assez rapide et assez long en même temps. Puis on nous a passé aux observations, chose qui nous a pris pas mal de temps. On s'est vu pas mal de fois au café pour corriger, pour revoir, pour corriger, pour imprimer, pour corriger. Et il a toujours été là à corriger le même jour. Puis ça a été la discussion que j'ai pu faire il y a quelques mois. Et puis la fin, c'était les corrections de français, la mise en page, l'impression définitive. Et voilà. C'était une belle expérience. Mais juste avant de commencer, je voudrais juste tous vous remercier d'être là. Vous savez à quel point ce jour-là est cher pour moi, à mes yeux. Vous qui me connaissez depuis que je suis tout petit, à Georges Washington, vous savez que depuis que je suis tout petit, je me disais j'ai envie d'être docteur, j'ai envie d'être docteur. Il y a ma prof de maternelle, elle est là. Elle peut vous dire que je lui disais toujours j'ai envie d'être docteur. J'ai envie de remercier mes parents, sans leur amour, sans leur bienveillance, je ne serais pas là aujourd'hui. Là, je vais devenir, Inch'Allah, docteur, chose qui est énorme. Je remercie mes frères Moussab et Si Mohamed pour leur soutien et je leur souhaite une excellente carrière. Et je tiens aussi à dire que je dédicace cette thèse et toute ma carrière, l'ensemble de ma carrière à mon frère Rehan Tazi qui est parti le 22 novembre 2021. Bismillahirrahmanirrahim, cher maître. Merci de m'avoir honoré par votre présence. C'est un honneur de vous avoir comme membre du jury. Merci d'être là. Mais je remercie mes confrères d'être là et je remercie les invités. Permettez-moi de vous présenter un résumé de ma thèse. Alors, l'intitulé est Maladie de style réfractaire de l'adulte, intérêt de la biothérapie, à propos de 2 cas. Alors, on commencera par expliquer d'abord la définition et les cas nosologiques entre l'arthropathie idiopathie juvénile et la maladie de style proprement dite. On parlera de l'épidémiologie, on abordera la physiopathologie, mais sans rentrer trop en détail, elle est très très compliquée. On parlera du diagnostic clinique et paraclinique. C'est un ensemble de faisceaux d'arguments qui permet d'aboutir au diagnostic, à savoir aussi que c'est un diagnostic d'élimination. On va parler des possibilités thérapeutiques. On va parler de la biothérapie parce que c'est le cœur de cette thèse. On va parler de l'évolution des patients. Et puis je vais puis ça sera les patients et les méthodes utilisées pour cette recherche. Puis je partagerai avec vous la première observation, la deuxième observation, puis une partie de la discussion, et puis une conclusion. Alors juste avant de commencer, j'ai envie de répondre à une question que ma mère m'avait posée
il y a quelques jours, elle m'avait demandé pourquoi on dit serment d'Hippocrate. Alors c'est juste pour clarifier, Hippocrate c'est celui c'est le père de la médecine et c'est lui qui a étalé la médecine comme profession. Et donc du coup ses disciples l'ont appelé Hippocrate et du coup il a établi un Hippocrate et ce qu'on a changé aujourd'hui c'est juste par qui on jure et voilà, c'est juste pour répondre à la question pour que les gens sachent. Là je vous parle de la maladie de Steele. Cet homme-là n'est pas Monsieur Steele, cet homme est Sir Frederick Robert. Cet homme est Eric Bywaters. Ce n'est pas Sir Frederick Robert Steele, et c'est lui qui a découvert la maladie de Steele de l'adulte. En fait, il avait 14 patientes en rhumatologie au XXe siècle, et ces patientes-là avaient été diagnostiquées polyarthrite rhumatoïde négative, mais elles ne présentaient pas le tableau du polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire que les interphalangiens distales, c'est-à-dire les articulations en distalité des doigts, étaient atteintes. Mais il a remarqué que ces atteintes ressemblaient plus à l'arthropathie idiopathique juvénile. Donc, étant modeste, il a nommé cette maladie après Sir Frederick Robert Steele, qui lui avait découvert l'arthropathie idiopathique juvénile. Je passe à la définition. La maladie de Steele de l'adulte est actuellement considérée comme une maladie auto-inflammatoire et non pas auto-immune. Elle survient chez des patients âgés de 16 ans ou plus, soit de nouveau, soit en faisant suite à un antécédent de forme juvénile de la maladie de Steele. Mais il faudrait alors qu'il y ait eu un intervalle libre de plusieurs années entre la forme juvénile et l'apparition des symptômes après 16 ans. Maintenant, on commence à dire que c'est une maladie de Steele lorsqu'elle continue parfois après l'âge de 16 ans. Ça dépend des écoles. Alors je vais parler d'épidémiologie. Cette épidémiologie est une épidémiologie internationale. Il n'y a pas d'épidémiologie pour le royaume du Maroc malheureusement, vu le nombre rare de cas. Alors c'est une maladie très rare qui touche 0,1 à 1 personne pour 100 000 habitants. Elle touche les gens entre 16 et 35 ans. Avant l'âge de 16 ans, on parle d'arthropathie idiopathique juvénile. Les pédiatres n'aiment pas qu'on dit maladie de Steele chez un enfant de 6 ans, excusez-moi. Et elle touche, cette maladie touche 2 femmes pour 1 homme. C'est l'apanage des femmes, les maladies auto-immunes, malheureusement. Alors la physiopathologie, c'est une hyper-excitabilité de l'immunité innée, mais aussi adaptative. Alors j'ai mis immunité innée en majuscule parce que c'est surtout les macrophages. Alors on a dans l'immunité innée, on a les cellules, les natural killers, on a les phagocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, on a les granulocytes. Les médecins connaissent les polynucléaires neutrophiles, les eosinophiles, les basophiles. Ça, c'est l'immunité innée. Dans l'immunité adaptative, on a les lymphocytes et les plasmocytes, c'est-à-dire les lymphocytes B, T, CD8, CD4, c'est les helpers, et les plasmocytes et les anticorps. Alors, on suppose qu'il y a des facteurs génétiques prédisposants, on suppose qu'il y a des mutations du code génétique qui code pour le gène HLA qui est complexe majeur d'histocompatibilité et aussi une mutation qui code pour les cytokines. Cytokines sont des molécules pro-inflammatoires du corps. Et lorsque il y a ces mutations, ça s'appelle des inflammasomes parce elles provoquent l'inflammation dans le corps de manière anarchique et incontrôlée. On dit qu'il y a aussi des facteurs environnementaux, notamment les infections, les produits toxiques, les infections à noter le virus de l'immunodéficience humain, les herpès, c'est la famille des herpès viridae, le cytomégalovirus, l'Epstein-Barr, dans les parasites on a la toxoplasmose, dans les bactéries on a les intracellulaires, notamment la chlamydia et les mycoplasmes. Alors pour expliquer un peu plus la physiopathologie, là on voit en haut et à gauche on voit ces facteurs prédisposants, puis on voit qu'il y a cette mutation génétique, puis on voit que ces cellules phagocytaires commencent un peu s'exciter et elles commencent à sécréter de manière anarchique ces cytokines, notamment l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 18 et la TNF-alpha. Cela c'est les quatre grandes molécules de la maladie de Steele. Et donc, il y a une hyperactivation macrophagique. Bon, je sois loué l'opération, on n'avait pas de syndrome d'activation macrophagique, mais il y a eu des signes précurseurs, notamment l'augmentation de la fertilité. Cette activation des macrophages, cette libération des interleukines stimule la lisse cellulaire des hépatocytes et donc libération des azates et des alates, mais aussi de la ferritine, qui est un signe qui fait partie des signes du syndrome d'activation macrophagique. Avant juste de parler de ça, je préfère citer les signes
de l'activation macro, les signes du syndrome d'activation, quelques signes du syndrome d'activation macrophagique pour remarquer qu'on n'en a pas eu chez nos deux patients. Alors, on a dit, dans le syndrome d'activation macrophagique, comme ce qu'on a vu dans le Covid-19, dans les premières séries en 2020, c'est une augmentation des décimères, une neutropénie, un syndrome de défaillance multiviscérale, une hyperferrotérétinémie aussi. C'est à part l'hyperferritinémie, c'est la seule. Les autres, on n'avait pas d'élévation des décimères, pas de défaillance multiviscérale, donc voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est un peu l'ensemble des cytokines retrouvées dans la maladie de Steele, dans le TNF-alpha, l'interleukine 1, l'interleukine 6 et l'interleukine 18. On voit qu'il y a une hyperleucocytose APNN, je parlerai des signes cliniques et paracliniques par la suite. Il y a une cytolyse, on voit que l'IL-18 est responsable de la cytolyse hépatique, elle est responsable de l'augmentation de la ferritine, etc. Donc voilà un résumé de la physiopathologie pour comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'interaction auto-anticorps-antigène pour créer cette réponse inflammatoire. C'est plutôt une mutation génétique par des inflammasomes qui stimule cette réponse inflammatoire exagérée. Et qui dit IL1 et IL6 dit fièvre. Je passe aux critères diagnostiques. Étant donné que c'est un diagnostic d'élimination, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faudrait éliminer une polyarthrite rhumatoïde, les autres arthropathies séronégatives, afin de pouvoir évoquer la maladie de Steele. Vous allez remarquer que dans la première observation, le tableau est très typique. Facile, on a tous les critères de Yamaguchi, le diagnostic sont à. Vous allez voir que dans le deuxième, le diagnostic est beaucoup plus délicat et on a des signes beaucoup plus frustres. Alors pour les critères de Yamaguchi, les critères majeurs, nous avons la fièvre, au-dessus de 39 degrés Celsius depuis une semaine ou plus. On parle de fièvre chronique lorsque c'est au-dessus de 3 semaines. On a des arthralgies depuis 2 semaines, on a un rash cutané typique, maculopapuleux non ou possiblement prurigineux, il peut être prurigineux. Rose saumon, concomitant à des pics févriers, il y a aussi une hyperleucocytose supérieure à 10 000 par millimètre cube avec polynucléaire neutrophile supérieure à 80%. Les critères mineurs, on a les pharyngites ou ou mal de gorge, les lymphadenopathies ou splénomégalie, perturbation du bilan hépatique, notamment la cytolyse hépatique avec élévation des transaminases, absence de facteurs rhumatoïdes ou d'anticorps nucléaires. Les critères d'exclusion, bien sûr, l'absence d'infection, on ne peut pas voir, il faut qu'il n'y ait pas d'arthrite, on peut être sûr qu'il n'y a pas d'infection, non seulement pour le diagnostic, s'il vous plaît, mettez vos téléphones silencieux, absence d'infection notamment, et non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour faire le bilan pré-thérapeutique, chose que j'expliquerai par la suite. On a aussi l'absence de néoplasie, notamment de lymphome, et absence de maladies inflammatoires, notamment de périartérite. Donc voilà, au moins 5 critères, dont 2 critères majeurs et pas de critères d'exclusion. Pour les critères de Fautrel, on a le pic février, les arthralgies, les érythèmes, la pharyngite, les polynucléaires, la fraction glycosylée, dont je parlerai dans les prochaines diapos, le rash typique comme critère mineur avec l'hyperleucocytose supérieure à 10 000, et il n'y a pas de critères d'exclusion. Pour aboutir au diagnostic, il faut 4 critères majeurs ou 3 critères majeurs et 2 critères mineurs. Alors là, c'est un cliché palmaire, dorsal et palmaire. Et donc, un autre mot pour la carpette fusion, pour mieux comprendre, c'est l'ankylose carpienne. Alors, c'est-à-dire que c'est les os du carpe, notamment le scaphoïde, le lunatome, le triquetrame, le trapézoïde, le capitatome et l'amatome, fusionnent ensemble et délimitent un peu le mouvement de flexion palmaire, par pronation, supination, extension palmaire. Alors là, comme vous voyez que entre le scaphoïde et la délimitation entre le scaphoïde et le trapèze est difficilement décelable. On ne voit quasiment pas de délimitation entre le scaphoïde et le lunatome, et on ne voit quasiment pas de séparation entre le lunatome et le triquetrome. J'ai d'autres clichés par la suite où on voit plutôt l'évolution d'une main normale jusqu'à l'ankylose et les déformations. Aussi à savoir que l'évolution de l'atteinte articulaire se fait toujours par des arthralgies associées plus ou moins à des synovites, puis se fait la carpite fusionnante, puis se font les déformations qui sont bien sûr irréversibles. Or, si on met une prothèse, on passe à la chirurgie.
Alors pour les lésions cutanées, elles sont vraiment... Alors un chercheur américain avait dit comme quoi, il n'y a pas de signe pathognomonique, mais s'il y avait un seul signe, le plus évocateur de la maladie de Steele, ça serait les éruptions cutanées, parce qu'elles sont maculopapuleux, alors pas pour, mais effilés, pour ne pas dire striés, parce qu'ils ne sont pas tous parallèles, mais effilés, et ça ressaumonné, parfois prurigineux, parfois non prurigineux, mais caractéristiques, effilés comme ça. C'est très évocateur de la maladie de Steele. Alors aussi, on a d'autres atteintes un peu plus rares, on a l'atteinte pulmonaire, on a l'apparition d'un syndrome interstitiel qui va avec un syndrome interstitiel, peut évoluer vers la fibrose pulmonaire, et donc l'hypertension artérielle pulmonaire, et le cas pulmonaire chronique, etc., l'insuffisance cardiaque droite. L'atteinte cardiaque, on a la péricardite avec la tamponade, les troubles de convulsion et les cardiomyopathies. On retrouve qu'il y a des atteintes cardiaques dans un tiers des cas. Heureusement, on n'a pas d'atteinte cardiaque chez nos patients. L'atteinte rénale, il s'agit d'une hématurie avec une protéinurie. Il s'agit bel et bien d'un syndrome tubulo-interstitiel. L'atteinte ophtalmique, on retrouve des épisclérites et des uvéites parfois. Mais dans nos séries, aucune de ces atteintes. Je dirais que cela sont plus des complications. Pour les atteintes pulmonaires, rénales et ophtalmiques, ce sont plus des complications qu'autre chose. Alors les données paracliniques, comme j'ai cité, c'est la polynucléose neutrophile supérieure à 10 000 par millimètre cube, une CRP augmentée, une VS accélérée, une hyperferritinurie, la ferritine glycosyle est effondrée. C'est un dosage très important, malheureusement, on l'a pas fait, parce que la ferritine glycosyle est physiologiquement supérieure à 50%, mais dans ces cas-là, lors de la maladie de Steele, elle est effondrée et elle varie entre 20 et 30%, et inférieure à 50%. Nous avons l'acytolyse hépatique, donc l'augmentation d'azatalate, un bilan d'auto-immunité négatif, c'est-à-dire les anticorps antinucléaires négatifs, l'anti-CCP négatif et le facteur rhumatoïde négatif. On essaie d'écarter la polyarthrite rhumatoïde ou toute autre arthropathie séronégative. Alors les cytokines, bien évidemment, sont augmentées mais ne sont pas dosées. Nous avons un des troubles de l'hémostase, notamment une coagulation intravasculaire disséminée, c'est une complication. Et bien sûr, l'enquête infectieuse doit être négative pour le diagnostic et pour le bilan préthérapeutique de la biothérapie, très important. À savoir que la biothérapie induite est un immunosuppresseur. Alors là, voilà des données radiologiques, un autre cliché, et là on voit très bien la délimitation des os. Là, on voit que. Alors, on a vu. Alors, du côté du radius, on voit très bien la délimitation du scaphoïde et du trapèze. On voit très bien la délimitation du natome et du trapézoïde. Et vous voyez que dans la figure B, on voit que les délimitations sont beaucoup plus difficiles à déceler. Et là, c'est le début de l'ankylose carpienne ou carpite fusion. On voit que dans la C, elles sont complètement ankylosées. Alors, les traitements possibles. Alors, lors de la phase aiguë, on peut utiliser les ANS. Lorsque ça persiste, on peut passer aux corticoïdes. L'association classique se fait dans c'est les corticoïdes plus le méthotrexate. Le traitement de fond, c'est le méthotrexate. Il ne faut pas oublier l'acide folinique, car le méthotrexate induit des anémies mégaloplastiques par déficit en vitamine B9. Autre traitement, l'hydroxychloroquine, les immunoglobulines intraveineuses, la biothérapie, très important, d'autres traitements, notamment les autres implantagiques simples, les traitements locaux, les traitements chirurgicaux, notamment les prothèses et les cellules chaudes. Il y a une recherche, certaines recherches ont trouvé comme quoi un patient de 38 ans avait bénéficié d'une transplantation de cellules souches CD4 spécifiques et a obtenu une rémission prolongée au-delà d'un an. Alors, les biothérapies, je me permets d'utiliser les plans directs de professeur Nettihou parce que je trouve pas mieux. Alors, les thérapies cellulaires, nous avons les cellules souches ou différenciées, les thérapies tissulaires, différentes greffes de tissus vivants, les thérapies hygiéniques, transfert de gènes, intervention sur les gènes, et les thérapies utilisant des médicaments copiant des molécules naturelles du corps humain et synthétisées par des bactéries ou des cellules, des anticorps, des protéines bioactives, facteurs de croissance, interleukines et protéines recombinantes. Alors, comme je vous ai parlé, il y a un bilan thérapeutique très
très exhaustif avant de donner, de commencer un thérapie. Alors, il est nécessaire de faire un bilan pré-thérapeutique. Je vais juste tout citer. À l'interrogatoire, il est important de vérifier l'absence d'infection sévère, chronique ou récidivante, de tuberculose latente ou active. À l'examen physique, il faut vérifier l'absence de signes locaux ou généraux, de foyers infectieux, d'adénopathie, de signes bronchopulmonaires ou d'insuffisance cardiaque, de signes d'auto-immunité, de signes de l'hémopathie ou de l'hypoplasie. Donc, on a vu ici aussi des signes d'exclusion dans l'épitate de hiérarchie. À l'examen biologique, un hémogramme, électrophorèse des protéines sériques, les transaminases, la sérologie hépatite B, hépatite C, VIH, anticorps antinucléaires et séropositif anti-alternatif, la radiothorax et l'intradermoaction à la tuberculose. Cela permet d'éviter les risques d'anaphylaxie, mais surtout les risques infectieux graves, vu que la biothérapie induit elle-même une immunodépression. On ne veut pas donner de biothérapie, on ne veut pas immunodéprimer quelqu'un qui est déjà immunodéprimé. D'où le bilan néoplasique, le bilan VIH, etc. Alors, les biothérapies employées, se soulignent, c'est ce qu'on a utilisé dans nos séries. On a les anti-TNF-alpha, nous avons les inhibiteurs de l'interleukine 1, l'anakinra, lequel est commercialisé en tant que le Kineret, les inhibiteurs de l'IL6, le tocilizumab, commercialisé en tant que l'Actemra. Alors, l'évolution, elle se fait de trois manières. Elle peut être monophasique, lorsqu'il y a une poussée, mais elle n'est pas entrecoupée de rémission. Elle va faire une rémission et puis c'est bon, elle reste sous traitement et il n'y a plus de poussée. Il y a l'évolution intermittente lorsqu'elle est entrecoupée, comme la sclérose en plaques, c'est une des poussées entrecoupées de rémission. Et on a l'évolution chronique, c'est ce qu'on a vu chez une de nos patientes lorsqu'on voit des déformations articulaires. On parle de forme chronique lorsqu'on a des déformations articulaires. Vous avez encore 3 minutes. Alors, passons à une méthode. Il s'agit d'une étude rétrospective sur 2 patients, une femme et un homme, s'étant présentés au service de médecine interne chez le professeur Becker en 2020. Alors, pour les observations, c'est une patiente âgée de 56 ans, divorcée, suivie depuis 18 mois pour maladie de style. Alors, elle est jeune, arrivée en clinique, elle a une fièvre intermittente, des polyarthralgies avec des déformations, une carpite fusionnante, des éruptions, une splénomégalie, elle a un syndrome biologique inflammatoire, elle a une hyperféritinémie, elle a un profil polyclonal de syndrome inflammatoire à l'électrophorèse des protéines, une VS accélérée, une CRP accélérée, une cétolyse hépatique. Le tableau est assez complet, le diagnostic est très facile. Elle a bénéficié d'un traitement, elle prenait un traitement par méthotrexate et corticoïdes. Ça n'a pas fonctionné, on est passé au tocilizumab, l'Actemra, et là elle est en rémission prolongée. Alors pour l'observation numéro 2, c'est un homme âgé de 49 ans qui présentait seulement une fièvre et des adénopathies. Alors il a été diagnostiqué maladie de style sur l'argument de faible augmentation de la ferritie, aussi élaborer un traitement adéquat et prévenir les complications néfastes. Et merci beaucoup. Un travail pas facile à présenter et que vous avez fait de façon magistrale, je vous en félicite et je vous félicite aussi pour être le premier interne du CHU à soutenir aujourd'hui vos thèses. Je vais donner la parole au Seigneur tout honneur, je commencerai par les dames et je donnerai la parole à Madame Sus pour vous argumenter. Madame Sus, vous avez la parole. De ce jury. Et qui me fait toujours confiance, d'accord, et qui a suivi les pas de professeur Billaoui, ici présent, que je salue, que je respecte tous, avec qui on a démarré ce challenge, et c'est un plaisir de voir la première promotion graduating aujourd'hui. Donc on a aussi le grand professeur Rabé, d'accord, notre ami l'urologue, professeur Rabé. Vous avez un colonel-major, vous avez un ex-ambassadeur et ministre, vous avez 2 ministres en fait, 2 ministres et un ex-ambassadeur. Donc c'est l'honneur pour moi de juger ce travail. Je tiens à vous féliciter parce que j'ai lu, quand vous m'avez remis cette thèse, je l'ai lu avec, je vous ai dit, qu'est-ce que vous m'avez dit qu'on l'avait remise Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas? J'ai dit, mon Dieu, Madame Gussous, Madame Gussous, elle va tout lire. Effectivement.
effectivement, je l'ai lu dans les moindres détails. Bon, d'abord, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre présentation, votre éloquence, votre aisance, et comment vous étiez en train d'interagir avec l'audience, avec le jury. Donc, ça montre votre maîtrise du sujet. J'ai lu agréable, la thèse est très très bien rédigée, hein, une bonne partie très bien rédigée, d'accord, donc je l'ai lu avec beaucoup d'attention, j'ai appris beaucoup sur la maladie de Steele, donc c'était, quand on travaille sur des maladies rares, on prend toujours un grand risque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de références bibliographiques, mais j'ai vu que vous avez 222, donc vous avez quand même pu récolter pas mal de références. Ceci étant dit, donc si vous permettez, je vais aller... combien de temps j'ai, Monsieur le Président? Je peux rien dire. Ah, c'est gentil. Voilà, gentleman, professeur Zolvali, tel qu'on le connaît, gentleman, merci beaucoup. Il y a quelques critiques, d'accord, qu'on va partager, et c'est pas des critiques, je veux dire, gratuites, parce que moi je dis toujours, ça va être une référence, d'accord? C'est pas juste un document qu'on fait, on va le rédiger pour juste passer une thèse et puis le mettre dans un placard ou dans une bibliothèque. Non, ça va être une référence. Et on va toujours, surtout pour les maladies rares, quelqu'un qui va travailler sur la maladie de Steele, donc vous serez la référence, d'accord, au Maroc. Donc cette référence doit vous honorer, d'accord? Vous honorez le jury, l'université et bien sûr votre famille. Et en chef de file, Dr Tezi, qui est une référence nationale et internationale. On va travailler ensemble avec quelques petites critiques que je vais vous faire pour qu'on puisse améliorer le document. D'accord? Sur le plan bibliographique, la revue bibliographique, toute la partie clinique, paraclinique et tout ça, j'ai rien à dire. Il y a des précisions à apporter. On va le faire ensemble. Donc la liste des organisations est incomplète. D'accord? Donc on pourra travailler ensemble dans mon bureau et je vais vous montrer, il y a beaucoup de listes dans les abréviations qui manquent dans votre liste d'abréviations. La liste des figures, toutes les figures des parties résultats ne figurent pas sur la liste des figures parce qu'il faut les lister. D'accord? Et dans la figure 13, on ne met pas, vous avez mis collection professionnelle de l'eau. Quand on fait la liste des figures, autrement vous devez référencer toutes les figures, d'accord? Donc on ne met pas, on adore professionnel de l'eau, mais on ne va pas le mettre dans la liste des figures. Voilà. Donc dans le sommet, quand vous parlez... Donc pour la partie discussion, quand vous dites de la table des matières, quand vous dites discussion, on ne dit pas discussion de nos résultats, c'est discussion parce qu'on sait un pléonasme, on sait très bien que c'est vos résultats. Vous avez fait, en tant qu'immunologiste, j'étais ravie de voir cette revue bibliographique. La maladie de Steele, c'est une maladie inflammatoire. Donc vous avez fait une revue bibliographique assez complète. Vous savez, l'immunologie, c'est une discipline extrêmement compliquée et difficile à enseigner et difficile à comprendre. Mais vous avez fait un très bon travail en facilitant la compréhension, surtout pour vos camarades ou toute personne qui va consulter vos documents en tant que référence. Donc quand on met une référence, on met la phrase, on ne met pas point, on met la référence et point après. D'accord? Donc au début, c'est ce que vous avez fait, après je vous ai rattrapé, donc il faut homogénéiser. D'accord? Alors, l'inflammasome, page 3, quand vous parlez d'inflammasome, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la lumière sur l'estrade? S'il vous plaît, la régie, s'il vous plaît, la lumière sur l'estrade, ici. Il n'y a pas assez de lumière. Voilà, merci beaucoup. Merci, parfait, là je suis plus à l'aise. Donc quand vous parlez, page 3, quand vous parlez, Hamza, quand vous parlez de l'inflammasome, il y a production démesurée de l'interleukine 1 bêta, mais de l'interleukine 18. Parce que sinon, on va penser que l'inflammasome ne produit que l'interleukine 1 bêta, les deux. D'accord? En fait, et d'ailleurs, je vous félicite pour la revue que vous avez faite pour l'inflammasome, c'était très bien décrit, avec l'activation de la caspase 1 qui va cliver les pro-interleukine 1 bêta et les pro-interleukine 18. Ça a été bien traité. Voilà. Et je passe... En sciences ou en médecine, on ne dit pas cette fourchette de tâches varie un peu. Il n'y a pas d'un peu, il faut être précis. On dit varie tout simplement, pas un peu ou beaucoup. D'accord? Alors,
quand vous parlez aussi de l'interleukine 8, c'est surtout des détails, mais ils sont importants pour la suite. Quand on vous parlait de l'interleukine 8, on dit CXCL8. Je préfère que ce soit l'interleukine 8 appelé aussi CXCL8. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ils reconnaissent pas les chemokines, les chemiokines par les CX, parce que le CX, vous savez ce que ça veut dire. Le CX, ça veut dire on a les deux premiers cystéines dans la structure séparés par un acide aminé. Vous avez les classes CC, la classe C, la classe CX, la classe CC, la classe CX. C'est la classe CX3C. Donc, vous pouvez mentionner, c'est l'interleukine 8, et vous mettez aussi appelé CXCL8. Et vous continuez, d'accord, dans votre description avec l'interleukine 8, parce que vous parlez d'autres interleukines. Vous restez un petit peu homogène. Alors, le toll-like récepteur 4, pardon, 7, avec le MID, c'est pas 78, c'est 88, c'est 88, d'accord, parce que vous avez le mid 88 dependent et dependent. Donc, le toll-like receptor 7, il va faire la signalisation à travers le mid 88. Alors, une faute qui revient souvent, d'accord, ce n'est pas quand vous parlez de l'activation, la population, la différenciation de la TH1 dans la maladie de Steele, c'est une polarisation avec une production de l'interféron gamma. D'accord? C'est pas l'interféron bêta, parce que l'interféron bêta, lui, il va basculer dans c'est pas l'activation macrophagique, ça va être comment on dit, promote resolution of inflammation. D'accord? Donc vous basculez dans un état anti-inflammatoire avec l'interféron bêta. Donc les lymphocytes, vous les appelez lymphoïdes, mais c'est des petites erreurs. Alors la page 12, vous avez un schéma magnifique, mais qui n'est pas référencé. D'accord? Un schéma magnifique sur la physiopathologie de la MSA et ses conséquences biologiques, cliniques et biologiques, mais la résolution, il faut être plus grand, surtout pour les gens qui ont des problèmes de vue comme moi. Donc il faut le référencer et l'agrandir. Voilà. Pareil pour la figure 2, d'accord? La physiologie simplifiée de la maladie de Steele, il lui faut une référence, d'accord? La figure 3, elle est bien référencée. Alors, je vous félicite pour le tableau que vous avez fait, récapitulatif, pour les cytokines intervenant dans la physiopathologie de la MSA, mais vous avez oublié le chef de file, l'interleukine 1 bêta. Il faut l'inclure. Surtout sur l'inflammasome. L'inflammasome, c'est interleukine 1 bêta. D'ailleurs, vous le citez partout, mais vous l'avez oublié dans le tableau, donc il faut le rajouter parce que ça va être votre référence. Alors, les éléments étiologiques dont vous parlez, il y a un polymorphisme. Est-ce que, là je parle en tant que chercheur, est-ce que vous avez gardé le sang de ces patientes? Est-ce que vous avez quelque part le sang de ces patientes? Le sang. Le sang. Le sang. Le prélèvement. Le prélèvement sanguin. Vous l'avez. Voilà. Est-ce que vous l'avez conservé? Parce que je suppose que vous voulez publier ce travail. Hein? Vous voulez publier ce travail. Je sais que le professeur Oulbacha, il veut que toutes ces thèses soient publiées. En tant que telles, ça ne pourra pas être publié. D'accord? Parce que c'est descriptif. Par contre, si vous allez par exemple dans le polymorphisme, surtout l'interleukine 6 ou l'interleukine 18, d'accord? On peut vous trouver les primers, d'accord? Et on peut faire un petit volet biologie moléculaire et vous aider à publier votre travail. Si, bien sûr, professeur Netelho, votre encadrant est d'accord. Oui, mais pas comme ça, ça va pas passer. D'accord? Alors, je reviens sur... ça se répète, hein, l'interféron bêta, vous l'avez partout. Alors, c'est 8, ça se répète encore. Hein? 3 minutes? Bon, c'est peu, parce que j'ai encore des choses à... J'ai encore des choses. Mais c'est pas... Non, c'est pas... Ça, c'est pas pour être méchant ni quoi que ce soit. Il y a un travail qui doit être fait. Mais si vous voulez, moi, je peux passer, si vous voulez, il y a pas mal de choses à... Allez, je vais abréger. Vous parlez, si j'en passe à la page 42, vous introduisez encore les chemiokines, les CXCL10 et CXCL13. D'accord? Et ils sont mentionnés nulle part avant. D'accord? Et j'ai une petite documentation pour vous, d'accord, pour vous aider. Je vous félicite aussi parce que vous êtes très à la page par rapport aux marqueurs qui sont nouveaux, d'accord, en dehors de la CRP, des ferritines et tout ça, les marqueurs classiques. Donc vous parlez de micro-ARN, vous parlez des ICAM et tout ça.
donc le soluble CD, etc. Donc vous êtes parfaitement updated avec les marqueurs. Alors si vous voulez que j'abrège, là je vais passer à oui, la méthode d'étude. Voilà, et je verrai avec vous tout ça dans mon bureau. Alors, pour la méthode d'étude, étude statistique des données. 2 cas. Vous avez 2 cas cliniques, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si le professeur l'a dit, d'accord. Il y a 2 cas, il n'y a pas d'étude statistique, d'accord. Il n'y a pas d'écart type, il n'y a pas à enlever. Parce que c'est. D'ailleurs, je n'ai pas vu de P ni value. Vous ne pouvez pas faire, de P-value. Il vous faut minimum 3. Idéalement 6. Mais là c'est pas possible. Donc, pour les figures, il faut les légender, vos figures, d'accord. Et vous voulez que j'abrège, allez. Discussion des résultats. En Afrique noire, en Afrique subsaharienne. D'accord. Alors la page 98, vous avez une référence 214, c'est une étude qui a été faite au Cameroun. En fait, quand j'ai vérifié, c'est la référence 213. Je pense qu'il y a eu un décalage quelque part, et voilà, et tout a été décalé. Donc, vers la fin. Voilà, vers la fin. 197, il y a eu un décalage. Un décalage, donc il faut reprendre parce que j'ai vu que la 222, donc vous l'avez remise, d'accord, un peu plus tôt, d'accord. Donc il y a eu le ratio dont vous parlez, Hamza. Le ratio dont vous parlez, vous dites le ratio dans votre étude 0,3. Non, vous avez un homme, vous avez une femme dans votre étude. Le ratio, c'est 1, 2.1 ou bien 1.0. Donc, c'est pas 0,3. D'accord. Alors, pareil pour l'étude 8 observations, l'étude de Bnorocht, donc c'est la référence 206. D'accord. Moi, j'ai bien aimé votre discussion. Elle est bien documentée. Vous comparez avec l'étude de Rabat. Donc, d'habitude, on compare toujours à l'international et puis on voit ce qui se passe chez nous. C'est comme ça qu'on fait. Là, vous avez fait par rapport aux études au Maroc. Donc, la page 103, vous avez l'étude que vous répertoriez comme référence 208. Elle fait état, c'est à Dakar, l'étude Dakar, avant c'est une étude française, d'accord, qui porte sur 19 patients. Donc il y a eu un petit décalage. Alors, le summary, you are perfectly fluent in English. Okay? But you have to make some corrections in your abstract. We will work on it together. Okay? Alors, la bibliographie. Hamza, la bibliographie est à revoir. Est à revoir complètement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des pages qui manquent, il y a des journaux qui manquent. D'accord. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil pour la. Il y a un logiciel associé au Word. Mais là, c'est pas Parce que j'avais commencé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé. J'ai commencé voilà. Je me suis dit, il y avait quelque chose parce que je vois le document qui est bien rédigé. Et je vois la bibliographie qui ne suit pas. Il y a eu beaucoup de changements entre Mac et ça, et à un moment. Voilà, et ça se voit dans la bibliographie. Donc, parce que j'ai regardé toutes les pages de bibliographie. D'ailleurs, le professeur Belcha m'a appelé hier, il voulait me voir. Je lui ai dit, je suis chez moi, enfermée, en train de lire la thèse de M. Hamza Tezi. Voilà. Avant de conclure, professeur Zerwani, Monsieur le Président, permettez-moi, moi je lis toujours, permettez-moi de juste remercier encore Monsieur Hamza Tezi, ou Dr Tezi, dans quelques minutes, d'accord. Et je vous remercie pour le travail qui a été fourni, d'accord, pour votre gentillesse, d'arriver à l'heure. Donc, arriver à l'heure. Et j'étais très touchée, je lis toujours, quand je suis dans une thèse, je lis toujours les remerciements parce que ça en dit long sur la personne. Et je trouve que la façon dont vous parlez de votre papa et de votre maman, j'ai pleuré pour Rehan Rahmou. Ça m'a touchée, vraiment, c'est très très touchant, je vous assure, j'en ai pleuré. Vous avez perdu Rehan, votre fils, nous aussi c'est notre fils, Rehan, c'est notre fils, nous l'avons perdu ensemble, et j'ai trouvé que vous n'avez oublié personne. Et ça montre la très bonne éducation que vous avez remercié vos amis internes, les amis de George Washington de votre école et tout ça. Donc ça fait plaisir de voir des éléments comme vous dont on est fier et qu'on sera fier
par la suite avec le reste de vos camarades qui vont passer après vous. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Encore félicitations à Monsieur Tazi. Merci tous pour cette décortication. Et absolument, heureusement qu'on a cette richesse parmi les étudiants qui continuent à nous enrichir comme on les enrichit. Je voudrais donner la parole tout de suite à professeur Douane Marabier, professeur d'enseignement supérieur d'urologie, surtout connu pour ses cellules souches. On a la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre et cher maître, professeur Zawali. Je remercie aussi mon ami le rapporteur Ned Hokim de m'avoir invité à siéger parmi mes maîtres et professeur Oulbacha Saïd Nondourien et aussi bien notre confrère professeur Ksous. Effectivement, donc, le choix du sujet de professeur Ned Houl, ça ne m'étonne pas puisque c'est un interniste, c'est une pathologie qui est rare, qu'on n'arrive pas à maîtriser. D'après donc notre ami professeur Ksous nous facilite la tâche parce qu'il y a pas mal de physiopathologies, pas mal d'hypothèses, mais quand même on n'arrive pas à traiter. Donc déjà, donc, c'est une chose, donc bon courage à la science pour arriver quand même à maîtriser, à connaître cette physiopathologie pour la bien traiter. Donc c'est une maladie donc, qui est rare, qui m'a fasciné dans beaucoup de choses. Comme on est dans la médecine actuelle, la médecine moderne, une médecine que nous vivons actuellement, nous opérons, nous traitons, mais ce n'est pas la médecine du futur, on n'arrive pas quand même à traiter des maladies à 100%. Donc c'est une nouvelle médecine que nous allons avoir dans l'avenir, que nos enfants verront et que vous aussi, vous allez assister et briller. Donc avant de commencer, je voudrais donc d'abord remercier notre interne, Isaac Tazi, qui donc adapte son parcours qu'on a vu dans le service, dans d'autres services aussi, par son dynamisme. Donc quand il passe dans le service, toujours présent, motivé, sérieux, travailleur, donc il fait une bonne image d'un interne et d'un médecin. Donc ceci ne m'étonne pas d'avoir choisi ce travail aussi difficile. Donc, et vraiment donc, pour quelqu'un qui va une carrière, je pense, autrement, mais c'est bien parce que ça fait donc, toujours une science qui s'ajoute. Vous avez un parcours médical en tant que médecin, d'abord généraliste, donc il va vous être toujours utile aussi bien dans votre parcours. Donc pour le style, je vais pas. Donc c'est une thèse que j'ai lue donc en tant que vision, c'est une qui est claire, qui apporte des choses. En résumé, je peux dire donc sur le plan forme, vous avez un style qui est clair, qui respecte l'IMRAD. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup à dire dans pas mal de choses. C'est pour ça que vous avez des observations qui réduisent sur 2, c'est normal, c'est rare. La discussion, il n'y a pas assez d'articles costauds, mais c'est bien. Vous avez fait le maximum. Il y a pas mal d'articles nouveaux, même 2020, donc j'en ai vu pas mal, donc c'est actualisé. Sur le côté fond, je m'arrête uniquement donc, au côté thérapeutique, donc sur 2 questions que je vais donner à laisser votre rapporteur donc, y penser. Qu'est-ce que vous pensez de traitements locaux au niveau des mains? Est-ce que vous avez tenté le plasma paquet PRP, autres pour soulager pour ces douleurs, pour arrêter l'évolution? Donc, et aussi bien sur le côté, comme sur maladie inflammatoire, qui diront même dégénérative, parce qu'il y a des lésions qui se font de façon indélébile. Et comme les cytokines sont très sollicités, et comme on sait très bien le principe des cellules choules, c'est qu'ils sont attirés par les cytokines, et comme ils ont un rôle donc, comme immunomodulateurs. Ça a été prouvé dans le Covid, dans pas mal de maladies même leucémiques, ça permet de réguler, donc moduler la réponse cellulaire. Et donc c'est une hypothèse que je vous pose. Donc c'était donc les 2 questions que j'avais. Donc pour le reste, donc, il ne me reste qu'à vous féliciter, vous souhaiter une bonne vie familiale et professionnelle, plein de succès. Et aussi bien remercier votre parent, notamment votre ami, votre Tazi et toute la famille, de vous avoir accompagné jusqu'à ce jour-là. Donc et je vous souhaite une bonne vie, plein de succès. Et je vous remercie. Je passe la parole au professeur Zawali. Merci beaucoup, M. Rabia, et sans plus tarder, je donne la parole à M. le doyen et néanmoins un grand ami, professeur Saïd Oulbacha. La parole, M. le doyen. Merci, cher ami,
chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes très ravis d'assister à la première soutenance de thèse de la première promotion de nos jeunes internes de CHU. C'est un moment important, c'est un moment historique dans la vie de cette jeune université. On ne peut que s'en féliciter et s'en réjouir. Hamza Tazi, votre travail est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, il s'adresse à une maladie qui n'est pas du tout connue, maladie très rare, dont l'éthiopathogynie et la physiopathologie restent encore incertaines, et dont plusieurs hypothèses ont été émises pour essayer d'expliquer cette maladie. Puis d'abord, il y avait un problème nosologique et un problème de définition de la maladie. Quelle frontière entre cette maladie et les autres maladies similaires? L'arthrite rhumatoïde, les maladies auto-inflammatoires, les maladies auto-immunes, et Dieu sait combien, et sont nombreuses ces maladies, tellement ils ont posé des problèmes de définition qu'on les a nommés, on parle de connectivite, de collagénose, de maladie générale, de je sais combien de noms, d'appellations qui ont été donnés à ces maladies, et en fin de compte, on n'est pas encore arrivé à décortiquer la cause, quoique Madame Ksos Fadila a bien décortiqué votre sujet de travail. Il y a un problème immunologique, des conflits immunitaires, et c'est là où la recherche est, bien sûr, elle est bien en avance pour essayer d'expliquer les mécanismes de ces maladies et de délimiter les limites entre une telle et une telle maladie. D'accord ? La maladie de Still pose beaucoup de problèmes sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique aussi. Et donc, du moment qu'on ne connaît pas la cause, cela veut dire que le traitement ne peut être qu'un traitement, si on peut dire, entre guillemets, symptomatique. Parce que, voilà. Sur la forme, j'ai dit équilibrable, c'est très important. Ça facilite la lecture. C'est facile à lire votre travail. Il est fait avec un français qui est correct, très simple, donc il n'y a pas de difficulté en matière de compréhension. Mais si on respecte cette méthodologie, c'est encore plus. Deux cas. Observation numéro 1, observation numéro 2, et à travers cette observation, je commence le travail. D'accord ? C'est encore beaucoup plus simple à suivre, beaucoup plus simple. J'ai beaucoup aimé les tableaux, les algorithmes que vous avez faits, c'est très explicite, c'est clair. C'est-à-dire, même un lecteur, quelqu'un qui est non averti, peut facilement comprendre. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, et sur la maladie, sur les éléments immunologiques, c'est très compréhensible, c'est très très simple. Et là, je vous en félicite pour cette démarche que vous avez faite pour illustrer, et c'est à travers ça que vous pouvez entrer dans l'explication des mécanismes physiopathologiques, cliniques, etc., etc. C'est encore beaucoup plus simple et plus facile. Bon, il y a eu quelques petites remarques, j'en passe, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et Madame Ksos a bien analysé les éléments immunologiques. C'est une professeure d'immunologie, donc c'est son domaine, ça se comprend. Il est entré dans les détails, parce que le vif du sujet, la problématique, c'est ça. C'est ces éléments immunologiques qui expliquent beaucoup de choses, qui expliquent aussi la clinique, les symptômes, etc. Voilà, Hamza, je te félicite. Tu as fait un travail. Je te félicite de la présentation aussi du travail. Tu l'as fait avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'élégance. Ça fait plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. Il me reste à te souhaiter beaucoup de succès dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale. Et je saisis l'occasion pour féliciter vos parents ici qui ont veillé à votre éducation, à ce que vous soyez leur propre image, que Dieu ait
son âme, votre frère en sa sainte miséricorde, Allah yarhamou, Allah yuwaffiqk, wa bit-tawfiq, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le doyen. À mon tour, si Hamza, avant de céder la parole à votre rapporteur, de vous remercier. De vous remercier d'abord de m'avoir permis de siéger dans ce jury fait d'amis, de collègues. De vous remercier de m'avoir permis, combien même j'étais assez loin de cette spécialité de siéger même en tant que chirurgien. Et je vous remercie surtout parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être membre du jury de votre père, de sa thèse. Aujourd'hui, je suis membre du jury du fils. Ça ne veut pas dire que je suis vieux. Aujourd'hui, je suis membre du jury du fils. Il ne me reste plus que le Saint-Esprit et on aura fait. La thèse, votre travail, comme je vous l'ai dit au début, n'est pas facile. C'est un sujet qui est assez difficile et effectivement, comme disait mon collègue Sioul Bacha, il n'y a pas de frontière entre les autres maladies inflammatoires, rhumatismales et auto-immunes et la maladie de Still, que d'ailleurs, pour certains, ils préfèrent l'appeler chez l'adulte la maladie de Wessler-Fanconi. Vous avez dit que c'était une forme clinique. Moi, je pense qu'en fait, entre une immunité innée et une immunité adaptée, acquise, je pense que c'est là qui fait la différence entre le Still et la Fanconi, qui en fait, le Still est beaucoup plus fréquent chez l'enfant qu'elle ne l'est chez l'adulte. Mais en tout cas, vous avez abordé les différents aspects de cette maladie, ce qui n'est pas évident. Je me permettrai de vous faire, comme l'a fait d'ailleurs très bien mon ami Saïd El-Bécha, c'est les doyens là qui parlent, je suis désolé, mais la thèse c'est IMRAD, c'est introduction, matériel et méthode, résultat, analyse, discussion. C'est beaucoup plus facile parce que effectivement là, vos observations arrivant à la fin, à la limite excusez-moi le terme, n'avait plus d'intérêt. Et alors que si vous aviez effectivement respecté la démarche de l'IMRAD, on aurait eu les observations d'abord, puis ensuite les résultats et l'analyse. Et dans la discussion, vous faites rentrer tout le rappel sur la maladie de Still et vous rentrez toute l'analyse et la méta-analyse de la bibliographie qui vous permet bien sûr de rapporter et les cas du CHU-FROS ou à l'échelle internationale et de discuter en fonction de tout ceci pour essayer un peu plus d'éclaircir la compréhension de cette maladie et de cette pathologie. Et donc excusez-moi, s'il y a une grosse remarque à faire, c'est celle-ci, et je pense qu'il y aurait intérêt avant de publier ce travail, de le remettre en forme. C'est extrêmement important. Alors, maintenant, s'agissant du design, vous avez la chance d'être le fils d'un esthéticien, donc vous avez soigné. Vous avez bien soigné le design, mais malgré ça, vous avez quelques fautes d'orthographe qui se sont glissées et quelques fautes de frappe. D'ailleurs, sur votre conclusion, il y a une faute qui... Les gens ne regardent que cette faute, c'est le SA. Au lieu de SA, vous avez mis CA. Tout le monde ne regarde que ça. Donc, il est extrêmement important, en particulier quand vous êtes sur les diapos, de garder l'attention. Pour garder l'attention, il faut éviter que les gens se perdent à analyser des petites choses pas très banales. En ce qui concerne le fond, c'est que effectivement le plus important dans cette maladie, et Madame Kssous, là, je ne vais pas intervenir dans sa spécialité, mais en fait, le plus important, c'est effectivement tout ce profil immunologique. Parce que et la CRP, et la ferritinémie, et l'AVS, et ainsi de suite, ne signent que l'inflammation, finalement.
Bon, effectivement, la ferritinémie glycosylée, lorsqu'elle diminue de façon importante et corrélée aux autres critères majeurs de Yamaguchi ou de Fautrel, effectivement, peuvent compléter le tableau. Mais il est extrêmement important, et même dans le but thérapeutique, à ce que ce profil immunologique soit défini de façon, j'allais dire, précise. Et effectivement, l'IL-1-bêta ou l'IL-6 ou l'IL-18 sont extrêmement importants, combien même. Malheureusement, l'IL-18 et l'IL-1-bêta ne se font pas. Au Maroc, en tout cas, je ne sais pas s'ils se font à Cheikh Khalifa, mais pas dans les autres laboratoires, pas même au CHU. Et il est extrêmement important d'avoir ce profil d'IL-1 ou d'IL-18, de même que l'IL-6 évidemment. Et si l'IL-6, on arrive aujourd'hui facilement avec l'Actemra à pouvoir répondre à l'augmentation de l'IL-6, l'IL-1 et l'IL-18, la Kinra n'est pas disponible non plus. Il est admis au Maroc en ATU. Et donc ce n'est pas toujours assez facile de pouvoir soigner, surtout qu'il coûte aussi très cher, le traitement coûte très cher. Donc avant de mettre votre patient sous ce traitement qui est relativement cher, il est extrêmement important de pouvoir définir ce profil immunologique. Et je sais quelle est la difficulté, comme je viens de vous dire, de pouvoir définir ce profil immunologique. Bon. Oui. D'accord. Tant mieux. Mais quand j'ai posé la question au laboratoire d'immuno du CHU privé, ils n'ont pas ça. Peut-être que vous arrivez. Oui, vous arrivez. Oui, peut-être que vous arriverez à avoir le kit. Donc, je disais, effectivement, en plus, quand vous avez cette IL-1 qui est augmentée, et que vous avez ce que vous discutez d'ailleurs dans votre thèse, que vous avez, entre guillemets, cette polycérite, la pleurésie ou la péricardite, il est sûr que la Kinra agit très bien, en particulier sur les péricardites et les pleurésies. Et là, il y a un travail extraordinaire, je ne l'ai pas retrouvé dans la bibliographie, qui est fait justement sur le traitement en particulier de ces péricardites d'origine rhumatoïde, qui est fait par Sibilia, qui est donc le doyen de Strasbourg et qui est professeur de médecine interne et qui est donc il a une grande expérience du Kinneret et de son utilisation dans ces maladies dans ces polycérites. Alors, oui, il est immunologiste aussi. Donc je passe, puisque tout à l'heure je vous avais dit que la ferritine et autres étaient augmentées dans l'inflammation, l'IL-18 est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous le signalez très bien, vous avez tout à fait raison. Cet IL-18 est véritablement corrélé, comme je disais tout à l'heure, aux différents critères autres que sur le plan clinique, peut orienter vers cette maladie qui reste, comme on a tous dit, une maladie de diagnostic assez difficile. Je voudrais juste vous dire que parfois vous l'avez vous-même reconnu, des petits décalages. Par exemple, à la page 45, lorsque vous faites la figure 7, qui est la représentation schématique des os du carpe, mais vous n'en donnez l'interprétation qu'à la page 46, il devient difficile de se retrouver parce qu'on a en face les radios du carpe et on n'a pas tout ce que vous avez inscrit comme légende, le C, le N, le L, le TQ et ainsi de suite. Et donc on se perd et on est obligé de chercher où est-ce que ça se retrouve. Donc vous avez quelques petits décalages, comme l'a signalé tout à l'heure Madame Kissous. Je pense que pour le reste, pratiquement tout vous a été dit. Je ne vais pas allonger beaucoup plus. J'allais dire votre souffrance, ce n'est pas une souffrance, c'est un plaisir. J'espère. Et donc, effectivement, est-ce que l'avenir est au traitement par les cellules souches? Ça, c'est vrai que c'est une question qui reste aujourd'hui, je pense que c'est la thérapeutique d'avenir probablement, pour le traitement en particulier de toutes ces pathologies. Et j'aimerais poser une question à votre rapporteur pour lui demander, est-ce que dans la maladie de Sil ou dans la maladie de Fanconi, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ces dosages d'anticorps anti-antigènes nucléaires circulants
qui, avec en particulier les profils inflammatoires, est-ce qu'il y a un intérêt ça, c'est une question de profane. Madame Xous va peut-être me dire tu parles de n'importe quoi, je suis désolé. Même les chirurgiens s'intéressent à l'immunologie. Ben oui. L'avantage de l'immunologie, c'est une discipline transversale. Il ne faut pas qu'on fasse peur, il ne faut pas faire peur à tous les étudiants. On va dire, mon Dieu, on va inviter Madame Xous à toutes les thèses et elle va décortiquer les thèses de la première page jusqu'à la fin. Donc la question c'était est-ce qu'on peut faire des dosages de... Non, est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que ça permet effectivement, surtout dans les profils de myosite et autres, de pouvoir éliminer un certain nombre de pathologies, oui, en particulier sur les SSP oui, et les centromères et ainsi de suite. Oui, mais le problème c'est quand on fait des dosages d'antigènes, ça peut aussi indiquer d'autres maladies inflammatoires apparentées. Alors par exemple, moi j'ai vu que Hamza il a fait dans son tableau, c'est ce que tout à l'heure je l'ai félicité pour les micro-ARN 134, c'est facile à faire, micro-ARN 34 et c'est discriminatoire. C'est typique d'une augmentation de la micro. Moi, personnellement, si on me pose la question, j'irai vers le micro-ARN 134 au lieu d'aller vers un dosage antigénique. D'accord. Parce que ça a été démontré par, d'ailleurs publié, j'ai l'article, je vais vous l'envoyer, Hamza, a été publié par une équipe chinoise dans Nature. J'étais ravie parce que moi je travaille sur le micro-ARN et c'est discriminatoire. Ils ont fait tout un panel en macro-arrays, ils ont fait tout un panel de micro-ARN et il s'est révélé que c'était la micro-ARN 134 parce qu'elle targets l'inhibiteur inhibiting binding protein de l'interleukine 18 et ce qui fait augmenter l'interleukine 18. D'accord. Donc moi j'irais plutôt vers par exemple dans les biomarqueurs circulants. D'accord, mais en fait, moi je faisais ça beaucoup plus dans un diagnostic différentiel. Mais en tout cas, c'est, encore une fois, je vous dis, votre thèse est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Je pense qu'en la remettant en forme, elle sera, comme a dit Madame Xous, publiable et référence. En fait, il suffit de déplacer quelques pages par-ci et par-là et vous allez vous retrouver, disons, dans ce même travail. C'est juste le remettre dans l'ordre. Pardon? Oui. De toute façon, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Encore une fois, c'est Hamza, toutes mes félicitations. À travers vous, je félicite vos parents. Je félicite votre père et votre mère et vos frères. Bien sûr, encore une fois, je renouvelle toutes mes condoléances pour la perte de votre frère. Et je vous dirais que je suis particulièrement ému et particulièrement touché aujourd'hui pour avoir siégé dans votre thèse, d'avoir votre père et votre mère en face et d'avoir tous mes amis autour et d'avoir Sidi Laoui, que j'ai eu le plaisir de connaître à la faculté de médecine de Casablanca, du temps où je sévissais comme doyen. Il m'a subi, il continue à me subir. Mais en tout cas, c'est pour vous dire combien mon émotion est grande et de voir surtout toute cette assistance de votre famille, de vos amis et surtout de vos collègues internes du CHU de l'Université Mohammed VI, que je félicite tous et à qui je souhaite à eux aussi une carrière aussi belle, aussi prestigieuse que celle de Hamza. Tous mes vœux. Je cède maintenant la parole tout de suite à professeur Nekho. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, Cheikh Hamza Tazi, dans quelques minutes vous serez docteur, soyez-en rassurés, parce que je dois vous protéger, ça c'est sûr. Je voudrais faire passer à beaucoup de thésards qui sont en face de moi, je m'excuse, c'est peut-être un autre sujet. Ne vous attendez surtout pas à ne pas avoir de critiques. Personne n'a la science infuse, on est d'accord. Et je remercie tous mes collaborateurs et ces médecins d'avoir apporté des éclaircissements à ce travail. Une deuxième anecdote, si vous voulez, je veux commencer.
Ne choisissez pas médecine interne comme spécialité, comme on dit. D'accord? Donc, la première chose, je sais, votre chemin est déjà tracé, c'est qu'un de mes patrons internistes à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, me disait, quand vous choisissez la médecine interne, sachez que les 10 premières années de votre exercice, vous serez médiocre. Médiocre, 10 ans d'exercice. Entre 10 et 15 ans, vous serez moyen. Après 20 ans de médecine interne, vous commencez à être assez bien. Et puis après les 25 ans, 30 ans d'exercice, c'est l'Alzheimer qui s'installe et vous allez tout oublier, vous allez tout effacer. Donc désolé, j'apporte. Alors voilà, donc je reviens. C'est un grand honneur déjà de siéger dans ce jury. J'ai été votre rapporteur, je vous ai côtoyé presque régulièrement. Sinon, si ce n'est pas un jour sur deux, ces 2 derniers mois. Donc je vous ai suivi, et j'ai suivi votre cursus depuis votre réussite à l'internat. Je sais que vous avez fait un concours remarquable, et vous êtes le premier interne à soutenir votre thèse de doctorat en médecine. Vous avez choisi un sujet extrêmement délicat qui pose énormément de problèmes aux internistes, et qui est la maladie de Steele, qui est donc une maladie auto-inflammatoire et non auto-immune. C'est pour ça que je réponds à Monsieur le Président, comme quoi ce dosage dont il a parlé n'a pas un grand intérêt, puisque c'est surtout justement des manifestations cliniques qui orientent, quelques manifestations biologiques, et surtout ces libérations de cytokines, parce que c'est une maladie auto-inflammatoire. D'accord? Et en fait, c'est un diagnostic d'exclusion, puisqu'on exclut l'APR et les autres artériopathies, justement, qui sont plutôt auto-immunes dans le cadre des connectivites mixtes. Donc, si vous voulez bien, je peux éventuellement répondre à quelques petites remarques, et je vais commencer par l'extrémité. Le professeur Ardouane a posé 2 questions extrêmement intéressantes, et vous avez vu que je vous ai dit, si vous voulez choisir justement le professeur Ardouane dans le jury, cherchez si cette pathologie répond aux cellules souches. Donc la première chose, c'est qu'il fallait quand même, on a trouvé quelques articles qui en font référence, d'accord? Donc professeur Labir, il a évoqué 2 choses. Il a dit, est-ce que la PRP a un intérêt justement dans ces arthropathies qui sont déformantes et destructrices? Vous avez vu que ça simule exactement une polyarthrite rhumatoïde, sauf que le diagnostic d'exclusion de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Steele, c'est que les anti-CCP sont négatifs, le facteur rhumatoïde est souvent négatif, les antinucléaires sont négatifs, et ça n'intéresse pas du tout les interphalangiennes distales, alors que l'arthropathie justement de la maladie de Steele, c'est plutôt le prolongement d'une polyarthrite chronique juvénile et qui intéresse pratiquement tous les os du carpe, les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales et les distales. Je peux répondre au professeur Alabert qu'on peut réaliser des synoviorthèses et qu'il y a des chirurgiens qui peuvent justement faire de la chirurgie de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Steele pour redresser ces malformations, que les cellules souches ont été essayées dans certaines justement pathologies de maladie de Steele réfractaires et qu'on a eu des résultats plus ou moins mitigés, mais on va se pencher un peu sur la question. La deuxième chose, c'est que si on a choisi ces 2 malades qui ont résisté au traitement classique par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le méthotrexate et les corticoïdes, c'est des maladies rebelles. On ne voyait pas justement d'amélioration sous traitement classique, et c'est pour ça qu'on a opté pour justement ces interleukines, les anti-IL6 et l'anti-IL1 qui nous ont apporté quand même des rémissions. Merci monsieur le doyen pour vos remarques concernant l'IMRAD. Je pense qu'il y a plusieurs thèses qui vont suivre et donc on va veiller à ce que ça soit respecté. Il faut améliorer. Je vous le dis, quand on soutient sa thèse de doctorat en médecine, quand on aspire, comme ce qu'a dit monsieur le doyen, à publier justement ce travail, je vous demande vivement à ce que vous passiez justement voir Dr Lixus. C'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs, professeur Fadelaxus, qui va vraiment nous faire ces petites remarques concernant ces problèmes immunologiques et ces petits oublis, ces petits trucs qu'elle a évoqués, et que ça serait bien d'améliorer justement la qualité de ce travail
pour éventuellement le publier dans une revue indexée. Encore une fois, je vous félicite, M. Hamza Tazi, pour votre rigueur. Bon, vous faites des grasses matinées, bon, ça me dérange parce qu'à 7h du matin, moi, je suis déjà au bureau, d'accord? Mais vous avez toujours respecté les rendez-vous, on a corrigé ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait ce qu'on a pu, la perfection est à Dieu. Et encore une fois, je profite un peu pour remercier vos parents, Dr Tazi, votre maman. C'est tout un honneur pour eux que de vous voir aussi, justement, siéger aujourd'hui. Et j'en profite aussi, comme tous les confrères, à vous présenter de nouveau mes condoléances concernant la perte de notre regretté frère et collègue. On aurait aimé qu'il soit là, mais Dieu et le destin ont décidé autrement. Je vous remercie et je vous repasse la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Si je vais, sans vous, j'espère. L'adage disait que les plus brillants des études médicales faisaient chirurgie. C'est pour ça que nous l'avons fait. Hamza, encore une fois, je crois que tous les collègues ont été unanimes pour vous féliciter. D'abord pour vos qualités humaines, mais également pour votre éloquence et votre éducation que vous devez à des parents que je connais parfaitement et je connais évidemment combien eux aussi ont veillé à votre éducation et je les en félicite et les remercie parce que aujourd'hui c'est des médecins comme vous dont on a besoin, des gens comme dirait le proverbe marocain, ou l'ebnes. En tout cas, merci Hassan, merci Madame, et merci Hamza. Le jury va se retirer pour délibérer, si vous le permettez, et on revient tout de suite. Dans 2 minutes, Hassan m'a dit, tu vas payer des pénalités à Hassan. Et donc le jury a décidé d'accepter votre thèse de doctorat en médecine. Sur la maladie de style réfractaire de l'adulte, intérêt de la biothérapie à propos de 2 cas, avec la mention très honorable et les félicitations unanimes du jury. Pour que cette décision soit valable et valide, je vais vous demander de lever la main droite et de lire le serment d'Hippocrate. Bismillahirrahmanirrahim. Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité. Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus,
Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades sera mon premier but. Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés. Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Les médecins seront mes frères. Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon patient. Je maintiendrai strictement le respect de la vie humaine dès sa conception. Même sous la menace, je n'userai pas mes connaissances médicales d'une façon contraire aux lois de l'humanité. Je m'y engage librement et sur mon honneur. Wallah ala ma aqul shahid. Je vous déclare docteur en médecine. Je termine aussi la décision du jury pour vous dire que votre thèse sera publiée une fois que vous aurez vu avec Madame Xus les corrections qui vous ont été faites. Congrats. So, bien sûr, ça va bien. Merci beaucoup.